Bonsoir à tous, bonsoir les amis, bienvenue sur Direct Citoyen pour ce nouveau débat, alors sur Direct Citoyen pardon, et sur Easynomics, Sur Easynomics, bien sûr. ce nouveau débat du cycle L'économie Easy qu'on organise en partenariat avec nos amis d'Easynomics. Alors je tenais à remercier et à saluer nos amis d'Easynomics, donc Nathan, Elias et toute l'équipe qui a derrière. Je remercie et je salue bien évidemment nos abonnés les plus fidèles qui sont en train d'arriver progressivement sur le direct. Je les invite bien sûr à s'abonner, à partager et à réagir aux propos de notre intervenant ce soir. Alors ce soir, comme vous le savez, on va recevoir un intervenant, et pas des moindres, Benoît Hamon, dans le cadre de ce cycle, et on va parler avec lui de la sortie de son dernier livre, donc « Ce qu'il faut de courage », où justement il traite particulièrement d'un sujet sur lequel il s'est fait connaître pour le coup, en tout cas qu'il a popularisé, la question du revenu universel. Alors, Nathan, peut-être pour commencer, un mot peut-être de Benoît Hamon. Benoît, comment allez-vous déjà pour commencer? Pour l'instant, tout va bien. Vous savez, pour l'instant, tout va bien. L'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Parfait. Alors, vas-y, Nathan. Jusque-là, tout va bien. Donc, merci beaucoup à vous qui nous rejoignez sur le live organisé par Easynomics et Direct Citoyen pour un petit peu recadrer simplement avant que le débat ne commence. Donc, cette discussion, elle s'inscrit en fait dans une suite de débats, de discussions qu'on organise à la fois avec Easynomics, avec Direct Citoyen sur des thématiques économiques d'actualité et qui nous paraissent pertinentes, notamment compte tenu du contexte de Covid-19. Donc, ça peut être le revenu universel, ce sera également le Green New Deal, les politiques économiques européennes, les politiques sociales qui reviennent sur des sujets majeurs dans cette crise. Mardi dernier, on avait organisé un premier débat sur le revenu universel avec les économistes Marc de Basquiat et Guillaume Allais, qui sont des références sur ce sujet, avec également Elena Hamboul, qui est cofondatrice du collectif Droit au revenu, qui s'exprime beaucoup sur cette thématique. Et vous avez envie de dire, qui de mieux que Benoît Hamon pour aborder la problématique du revenu universel, puisque c'est vraiment vous, Monsieur Hamon, qui avez mis sur le devant de la scène cette problématique, dans la scène publique, dans la scène politique, notamment au moment des élections présidentielles de 2017. Et donc avec l'équipe, avec Majoub, on voulait vous poser une première question un peu pour introduire ce débat, un cadrage de définition, puisque il y a beaucoup d'écoles du revenu universel, beaucoup de catégories de revenu universel, et vous-même, vous avez pu changer parfois de conception. On a parlé d'une conception plutôt des primaires, une conception de la présidentielle, et là, dans ce livre, vous changez encore de conception du revenu universel en revenant sur le revenu universel de Piketty en 2017. Vous le définissez au début avec 3 critères, inconditionnel, universel et on va dire intemporel, c'est-à-dire tout au long de la vie. C'est un peu votre triptyque de départ, et c'est que vers la fin du livre que vous allez vraiment le définir. Et c'est pour ça que pour commencer, peut-être ce cadrage de définition, pourquoi bien sûr le revenu universel, mais aussi quel revenu universel vous défendez véritablement. Bon, d'abord, merci à Direct Citoyen et merci à Easynomics pour l'invitation. Je me réjouis, je vous le disais juste avant que nous soyons en direct. Je trouve bien, en tout cas, que le débat s'organise autour du revenu universel. D'abord parce que les représentations qu'on en a sont différentes, que c'est un sujet qui forcément bouscule parce qu'il remet en cause et nos représentations de la richesse et nos représentations du travail, et qu'il est assez logique d'ailleurs qu'il soit encore un peu mouvant, y compris entre les mains de ceux qui le manipulent le plus souvent, c'est-à-dire les intellectuels, les universitaires, les citoyens ou les politiques qui en parlent. Pour ce qui me concerne, je n'ai pas 3 versions du revenu universel. En réalité, il n'y en a qu'une. La question, c'est la chronologie vers le revenu universel qui change. Et en l'occurrence, dans mon livre, je suis revenu à une chronologie, en tout cas une montée en puissance, différents stades vers le revenu universel, qui est plus proche de celle que je défendais à la primaire que de celle que j'ai défendue au présidentiel. Alors, pas pour dire d'ailleurs que celle qu'on a défendue au présidentiel n'était pas bonne, c'est que je pense que elle avait introduit une forme de confusion dès lors que, en imaginant une première étape qui soit dégressive, finalement, on avait un revenu universel en fonction du revenu qu'on avait par ailleurs. Bon, finalement, la proposition qu'on faisait s'apparentait plus à une super prime d'activité qu'à un revenu universel. Alors revenons au débat sur le revenu universel. Pour moi, le revenu universel, il doit être donc universel, distribué à tous, de la naissance à la mort,
première chose. Et d'autre part, il doit être inconditionnel, c'est-à-dire qu'il ne fait l'objet d'aucune contrepartie sous la forme d'un travail d'intérêt général, d'une mission, comme on peut aujourd'hui entendre notamment le gouvernement vouloir mettre des contreparties au minimum pour vivre, qui est aujourd'hui le RSA. Donc il est inconditionnel. Il est seulement lié au fait que vous arrivez sur Terre, vous êtes éligible au revenu universel par le simple fait d'exister. Et il est individuel, c'est-à-dire qu'il n'est pas non plus conditionné à votre situation familiale ou conjugale. Elle est neutre dans le fait qu'il vous soit distribué un revenu universel. Le principe, alors je ne sais pas par quel bout voulez-vous qu'on commence, mais si vous voulez, dans mon ouvrage, j'ai essayé de me pencher, ça peut être une introduction sur laquelle vous pourrez peut-être rebondir, mais j'ai essayé de me pencher sur les obstacles invisibles. C'est-à-dire, ce qui m'intéressait, c'était à la fois le débat assez classique sur le revenu universel empêche-t-il de travailler, ne va-t-il pas inviter des gens à abandonner le travail donc pour se réfugier dans la paresse, l'inactivité, ne crée-t-il pas donc une inégalité entre celui qui travaille et celui qui ne travaille pas? Est-ce que ça ne va pas avoir, comme je l'ai entendu dire, des conséquences sur le montant des salaires, évidemment orienté à la baisse, dès lors que le revenu universel serait attribué à tous? Comment vous distinguez comment vous distinguez on pourrait dire les obstacles invisibles et les obstacles visibles? Alors ça, c'est les obstacles visibles, c'est en gros, c'est ceux, y compris la question de la fiscalité, c'est-à-dire, mais quel niveau de prélèvement voulez-vous mettre en place pour pouvoir financer le revenu universel? Ça, c'était les éléments assez classiques et qui sont, qui, on va dire, déciment ce qu'était le débat pendant la présidentielle. Les obstacles invisibles, ils sont autrement plus redoutables. Je vous renvoie notamment à tout ce qui était fait de Castoriadis là-dessus, mais on est là sur des obstacles qui sont plus culturels. C'est évidemment la représentation que nous avons du travail, qui est absolument clé dans cette affaire. Si on considère que le travail, c'est l'emploi, et que ça se limite à l'emploi, qu'un revenu qui ne serait pas lié à un emploi serait un revenu indu qui nous caractériserait comme parasite, effectivement, là, on se prive des moyens d'agir. L'autre obstacle invisible, il est lié à la représentation de la richesse. Et c'est là où j'ai introduit, je pense, un argument nouveau aujourd'hui, alors que c'est le premier argument qui a justifié la proposition du revenu universel, c'est le principe de la prédistribution de la richesse à travers le fait que le PIB peut s'entendre comme le résultat de notre activité à nous, mais aussi comme le produit d'une rente, cette rente étant liée à la somme des innovations de ceux qui nous ont précédés, nos ancêtres, qui nous lèguent finalement un héritage collectif, un bien commun dont nous jouissons aujourd'hui, et la somme de tout leur génie, en quelque sorte. Et tout cela correspond à une part du PIB aujourd'hui en France, et qu'il est légitime, de ce point de vue-là, si on considère que cette richesse produite n'a rien à voir avec ce que nous faisons, mais à voir avec ce qui a été l'action et le génie de ceux qui nous ont précédés, il est logique que cette part du PIB soit répartie égalitairement. C'était la proposition de Thomas Paine, et que je reprends à mon compte, ce qui donne un fondement philosophique au revenu universel et qui permettrait, là, tout de suite, de pouvoir, quand on chiffre le montant du PIB qui est lié à cette rente-là de nos ancêtres, qu'on estime entre 13 et 15% du PIB, permettrait de financer un revenu universel entre 5 et 600 euros par an. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, vous citez assez souvent Thomas Paine qui n'était pas un socialiste, qui était un libéral américain, et il a cette phrase, Thomas Paine, je pense que vous ne partagerez pas forcément, c'était de dire je me fiche que certains deviennent très riches pourvu que cela n'entraîne pas l'extrême pauvreté d'autres. Et donc, en fait, d'une certaine façon, on voit qu'il y a toujours des théories de la justice qui se dissèlent derrière ces différentes visions de revenus universels, qu'on soit sur quelque chose d'un peu plus libéral avec des simplifications administratives ou quelque chose de plus ambitieux qui est le vôtre. Qu'est-ce que vous pensez des premières propositions de revenu universel, par exemple la proposition qui a été faite à l'Assemblée par la députée Valérie Petit? Est-ce que vous ne pensez pas quand même que déjà procéder à on va dire des simplifications administratives, des premiers revenus universels, ça pourrait permettre justement d'aller vers le revenu universel que vous souhaitez à terme en fait? Alors,
vous savez, le problème, c'est que derrière le revenu universel, si effectivement, maintenant, non pas s'y dissimule, mais existe des projets politiques radicalement différents. D'ailleurs, comme on pourrait imaginer que derrière tel projet d'assurance santé, ou tel autre projet d'assurance santé, selon qu'on a un régime obligatoire d'assurance maladie ou un régime volontaire, on voit bien qu'on parle de la même chose, l'assurance santé, comme on parlerait de revenu universel, mais on n'a pas du tout les mêmes projets politiques. Donc, le revenu universel, c'est aujourd'hui, ça peut être un nouveau pilier de la protection sociale des Français, ça peut être aussi l'instrument par lequel on démantèle l'État-providence et la protection sociale telle qu'on en a hérité depuis le Conseil national de la résistance et depuis 1945. Donc c'est là où, effectivement, le débat est assez intéressant et il est même assez passionnant, avec une approche libérale sur le plan économique, classique, même libérale sur le plan politique, qui dit aujourd'hui, bah, écoutez, le revenu universel, ce doit être ce que chacun reçoit, quel que soit à sa naissance, et qui doit lui assurer les moyens d'une vie digne. Alors après, ça dépend où on place le curseur d'une vie digne, mais pour solde de tout compte, en quelque sorte, comme ce qui vous est dû, puisque vous arrivez sur Terre, mais après, débrouillez-vous pour avoir un bon boulot, être bien payé. Si vous êtes héritier, ben, vous êtes chanceux. Si vous ne l'êtes pas, va falloir travailler dur. Bref, donc, et qui renvoie donc au libre arbitre, à l'effort de chacun, à la démarche, en tout cas à la mobilisation individuelle de chacun de ses propres capacités pour s'en sortir. C'est évidemment pas mon projet politique. Mon projet, moi, il vise d'abord à faire en sorte que le revenu universel soit un instrument d'émancipation. J'insiste sur ce point. Alors, d'autres défendent cela aussi, hein, je ne suis pas le seul. Mais je pense que nous sommes dans un moment où nous assistons passifs à une forme de déshumanisation de la société. C'est lié à la révolution numérique pour partie, c'est lié à la transformation de l'organisation du travail aussi, c'est lié fondamentalement à l'évolution de sociétés dans lesquelles les démocraties ne parviennent plus à représenter correctement les peuples et où la souveraineté des peuples s'exprime de plus en plus difficilement et avec des résultats de plus en plus, on va dire, laborieux. Et on se met selon moi, dans un moment, un temps où on assiste à une vraie déshumanisation de la société, une suppression des interactions sociales, une irruption aussi de la machine dans des moments de nos vies où on n'imaginait pas devoir passer par l'intermédiaire d'un robot, d'un algorithme pour satisfaire des besoins. Bref, donc tout ça comporte des opportunités incroyables, la technologie nous en offre, la preuve, ce qu'on fait là, par exemple, mais offre aussi des occasions d'aliénation considérables. Et c'est la plus importante, et sans doute aujourd'hui, ce qu'on sait être la dépendance d'un certain nombre des enfants ou des adolescents au contenu et à leurs écrans. En fait, ce n'est pas les écrans qui les ligotent, ce sont les contenus et les addictions liées à ça et les troubles que cela provoque sur le comportement, la concentration, le développement du cerveau, qui sont des vrais sujets de santé publique. Donc on voit qu'il y a aujourd'hui des vraies tensions qui existent entre les opportunités de la technologie et les risques. Et moi, je pense que dans un moment comme celui-là, il faut donner aux individus de l'autonomie. Il n'y a pas de liberté sans pratique de la liberté. Il n'y a pas de conscience politique sans les expériences de la liberté. Vous savez, d'un mot, parce que et je pourrais après rentrer dans le détail, en quoi, si vous voulez, le revenu universel donne cette liberté, mais dans ma tradition à gauche, moi, je suis plus Jaurès que Marx sur une chose. Marx a beaucoup défendu l'idée que c'est l'existence qui détermine la conscience. C'est parce que je dis tu, c'est un tu collectif, hein, c'est pas à vous que je tutoie. C'est parce que vous faites l'expérience du fer brûlant de l'oppression que vous allez vous construire une conscience politique. L'existence détermine la conscience. Jaurès disait, lui, que la conscience et l'éveil de la conscience par la connaissance, l'éducation, le savoir, eh bien, peut avoir des conséquences positives sur une bonne existence. On est d'autant mieux préparé à exercer son libre arbitre qu'on a eu accès aux connaissances. Et donc, la pratique de la liberté, l'autonomie, qu'offrira le revenu universel, puisque vous ne serez plus dépendant de votre seul salaire pour vivre, cette autonomie qu'elle donnera à des gens qui vivent très modestement aujourd'hui,
est pour moi un des ingrédients par lesquels on participe à l'émancipation des individus. Et donc, je pense à l'élévation aussi du niveau de connaissance, d'interaction entre les individus. Donc, je pense qu'on se bonifie avec le revenu universel individuellement et collectivement. Donc, voilà, moi, c'est un peu ma trajectoire politique et philosophique. Et pour être très honnête, elle rencontre par moments, elle en chevauche d'autres. Hein. C'est pas comme s'il y avait la version, par exemple, Basquiat-Koenig d'un côté, Van Parijs, Hamon. Moi, il y a des choses avec où ça se chevauche. Après, on va dire, la conception, la vision qu'on a de l'homme n'est pas forcément la même tout le temps. Voilà. Alors, pardon, j'ai été un peu long. Hein. Non, pas de souci. Hein. On est aussi là pour pouvoir développer le raisonnement. Je voulais simplement saluer tous ceux qui se connectent au live. N'hésitez pas à liker, à partager. Merci en tout cas de participer à la discussion. Et restez bien devant votre écran. Les écrans nuisent, mais pas forcément en regardant ce débat. Donc, il faut quand même le préciser. Alors, la question démocratique et de l'émancipation, elle est très intéressante. Je pense qu'on reviendra peut-être un peu plus dessus avec Majou sur les aspects politiques. Ça peut aussi rebondir avec peut-être les crises politiques qu'on vit actuellement. Et je voulais, sans vouloir vous couper, je voulais revenir sur un autre point que vous avez évoqué. Vous abordez beaucoup la robotisation dans votre livre. La réification, c'est un des thèmes où vous avez été un peu les précurseurs, je pense, dans le paysage politique. Vous en parlez aussi beaucoup en 2017. Et je pense que c'est peut-être là où il y a un point de rupture, parce que dans les obstacles invisibles dont vous parlez, je pense que vous rangez dans les obstacles invisibles, il y a aussi le fait que toute une partie de la gauche est opposée au revenu universel et l'est assez fortement pour une certaine gauche. Et en fait, la question qu'on peut se poser, c'est que dans ce livre, donc, vous faites le constat d'une forme d'ubérisation, d'individualisation, la robotisation, ce qu'elle entraîne sur le marché de l'emploi. Certains même peuvent parler de société post-travail, post-salariat. Bon, ça, on n'est plus sur des constats de très long terme, mais tout ça se rejoint. Et en fait, la question qu'on pourrait se poser, c'est de se dire, est-ce que avec le revenu universel, d'une certaine façon, on n'a pas une position de fatalité? C'est-à-dire que, est-ce qu'on n'accepte pas finalement que, vous citez d'ailleurs le travail d'Allègre et de Terniac dans un papier de l'OFCE assez négativement, mais qui disent que justement, avec le revenu universel, les entreprises n'auront plus cet impératif moral, d'une certaine façon, d'embaucher, puisqu'elles pourront toujours se dire, voilà, je peux laisser très bien les gens dans la misère, ils auront le revenu universel pour s'en sortir. Alors, est-ce que le revenu universel, qui semble être une proposition de courage, justement, ne serait pas finalement un renoncement devant justement la fin du travail, devant la perte de ces liens sociaux par le travail aussi? Est-ce que finalement, ce qui est au départ un courage n'est pas une fatalité? Et je pense que c'est aussi ce qui rentre dans les considérations de gauche, c'est de se dire, on a pu transformer la société en changeant les rapports de production, en donnant plus de place aux travailleurs. Et en fait, elle voit ces combats dans les rapports de production, dans les rapports économiques, et elle ne pense pas suffisamment en dehors de ces rapports. Donc, je ne sais pas. Écoutez, c'est très clair ce que vous avez dit. Il y a un point sur lequel je suis en désaccord complet avec, non pas votre analyse, je ne sais pas si c'est la vôtre, mais celle que vous avez. Non, c'est simplement. Vous avez évoqué l'idée de l'obligation morale des entreprises d'embaucher. Moi, je pense que le capitalisme n'est ni moral, ni bon, ni mauvais. Il est amoral. Et il fonctionne selon les dynamiques. J'en prends l'argument d'Allègre. Oui, justement, c'est pour ça que j'ai un désaccord avec eux. Si toute notre stratégie repose sur le fait qu'il faut à un moment que les entreprises qui se doteraient d'une conscience, avec une conscience morale du bien et du mal, décident, oui, écoutez, on est en charge aussi du bien de l'humanité. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne une entreprise. Et d'ailleurs, on ne lui demande pas de se substituer à l'État pour prendre en charge l'intérêt général, même si la loi Pacte, aujourd'hui, veut qu'elle se dote d'une raison d'être, qu'on puisse être une entreprise à mission. Une entreprise, même si c'est une personne morale comme l'État, elle n'est pas en charge de l'intérêt général. Les employés ne sont pas un petit peuple où il y aurait une petite démocratie dans chaque entreprise. Donc, je pense que toutes ces pistes qui nous amènent à essayer de vouloir moraliser le capitalisme, on parle de capitalisme conscient maintenant, de capitalisme vert, sont des voies sans issue. Non pas que les chefs d'entreprise ou les grandes boîtes se désintéressent du bien, mais il y en a qui s'y intéressent, mais ce n'est pas leur fonction. Et ce qui, moi, me frappe, c'est qu'en fait, les gens de gauche qui sont opposés au revenu universel, hélas, n'ont rien à proposer en échange de l'échec de toutes les stratégies de redistribution mises en œuvre par la gauche depuis 30 ans. Il y a une transformation, on va dire en France, depuis 20 ans. Et depuis les 35 heures, qui est la CMU, on va dire, qui est la dernière grande conquête sociale
issu d'un rapport de force, d'ailleurs, organisé par le politique, mais qui est un rapport de force qui pose la question de la redistribution entre le capital et le travail sous la forme d'heures de travail en moins. Depuis ce moment-là, il n'y a plus de conquête sociale et il y a très peu de stratégies mises sur la table pour dire comment est-ce qu'on fait en sorte aujourd'hui de rééquilibrer le rapport de force entre le capital et le travail et les conditions dans lesquelles la redistribution s'opère. Moi, ce qui m'intéresse en fait dans le débat, c'est la stratégie, c'est le but, c'est comment on y arrive. Et vous avez, bon, d'une part, on va dire l'aile sociale libérale qui, bon, elle, qui a été, qui est aujourd'hui largement représentée, en tout cas sur le plan de l'action par Macron. Il peut y avoir des sociolibéraux qui n'ont pas été finalement sélectionnés par Macron, donc maintenant qui sont anti-Macron, mais sur le fond du programme économique, Macron ne fait rien de très différent de ce que faisait à la fin François Hollande. Donc il n'y a pas en tout cas, si ce sont des différences, c'est des différences de curseur, mais pas d'orientation ou de nature. Plus ou moins de CICE, est-ce qu'on remplace le CICE par une baisse de cotisation? Allez-vous me dire ce que ça change? C'est de la technique, quoi. Donc, bon, il y en a qui jouent en 4-3-3 ou d'autres en 4-4-2, mais fondamentalement, c'est la même partie qu'on joue, quoi. Même match. Donc, ça, c'est pour les sociaux libéraux. Pour la gauche radicale, elle a une proposition en face, un peu radicale, qui est le salaire à vie que défend Bernard Friot, mais elle la met presque opportunément en face du revenu universel sans la mettre dans son programme. Donc, je suppose que c'est un peu plus c'est davantage pour nous taquiner sur le fond que pour sérieusement défendre cette solution-là. Mais elle aussi, cette gauche-là, elle doit nous dire comment elle arrive à ce nouveau partage des richesses qu'elle souhaite. Parce que comment est-ce qu'on modifie l'équilibre dans la répartition de la valeur ajoutée entre le capital et le travail? Comment est-ce qu'on rentre dans une dynamique d'augmentation des salaires ou de réduction du temps de travail? Ça, ce sont des vrais débats qui, moi, m'intéressent. Et il ne suffit pas de dire qu'on veut, par exemple, la semaine de 4 jours, comme je l'entends, et il faut dire comment. Qu'on veut l'augmentation des salaires. Bon, les salaires, je veux bien, mais les seuls salaires sur lesquels un gouvernement a la main, c'est les salaires dans la fonction publique, et le point d'indice, et le cas échéant, les primes, et le SMIC. Et donc, je rappelle que le SMIC n'a pas bougé, hors les augmentations légales et obligatoires, il n'a pas bougé, pas eu de coup de pouce depuis 10 ans. Donc, même sous François Hollande, c'est ça. Oui, c'est pour ça que j'ai inclus, Dieu sait qu'on était quelques-uns à plaider pour, hein, mais bon, bref. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que moi, ce qui m'importe, et c'est pour ça que, alors, je vais vous tranquilliser tout de suite, moi, je ne revendique pas avoir trouvé la pierre philosophale, c'est sûr, c'est ça. Mais je crois que le grand intérêt du revenu universel, c'est qu'il pose une stratégie de redistribution des richesses, mais qu'il complète cette stratégie de redistribution des richesses aussi d'un élément démocratique puissant, parce que derrière l'autonomie qu'il donne aux individus, il leur donne du pouvoir. Et je pense que ce qui inquiète quelques tenants du système, c'est moins la richesse qui est redistribuée que le pouvoir que cela donne aux individus, et qui est un pouvoir sous la forme d'une capacité à négocier ses conditions de travail, donc sa vie. Alors, bon, ce que je veux dire, c'est que... D'ailleurs, un des arguments qui revient souvent contre le revenu universel, c'est le fait que ça inciterait une forme de pression à la baisse sur les salaires. En fait, les patrons pourraient moins payer leurs salariés en disant de toute façon, tu toucheras le revenu universel. Un argument que vous invalidez. En soi, je rejoins. Les salariés les patrons ne peuvent pas baisser les salaires de leurs salariés comme ça. Il faut accepter. C'est-à-dire celui qui dit, OK, bon, j'étais payé 1 200 €, ou alors, attendez, on va prendre un autre exemple. J'avais un boulot compliqué, j'étais à 1 400 €, mon patron décide de me passer à 1 200. Bon, alors que j'ai le revenu universel, je peux accepter à la limite. Mais la vérité, c'est que je me retrouve dans une situation où je ne suis plus dépendant d'un salaire très bas et de conditions de travail difficiles pour vivre. Je peux envisager ma vie différemment dès lors que j'ai gagné l'équivalent d'une augmentation de salaire de 50% par le revenu universel. Donc ça change complètement mon approche de la décision que peut me proposer mon patron. Je vais prendre un exemple. Il n'est pas dit que dans tous les secteurs, effectivement, le revenu universel ne se traduise pas par une... Je ne garantis pas qu'il n'y ait pas de baisse de salaire dans certains secteurs. Mais je peux certifier que dans certains secteurs, il y aura des augmentations de salaire, notamment dans les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre, d'emplois peu qualifiés
et où les conditions de travail sont difficiles. Parce que c'est là que le revenu universel joue le plus en faveur des travailleurs. Si je suis, admettons, une aide-soignante en EHPAD, dans un EHPAD privé lucratif classique, qui ne me paye pas très bien, et où les conditions de travail sont difficiles, où on exige du rendement, où on a réduit le temps de la toilette des résidents. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de résidents dépendants et qu'il faut passer d'une chambre à une autre, mais qu'on n'a pas augmenté le personnel. Et dans la situation actuelle, beaucoup de ces femmes principalement, et quelques hommes, acceptent ces conditions de travail parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Parce qu'en plus, il fait froid dehors quand on est au chômage aujourd'hui. Donc, on garde le boulot. Si demain, le revenu universel se rajoute, de facto, dans ces secteurs où il y a un fort besoin de main-d'œuvre, parce qu'il faudra quand même des gens, eh bien, on se retrouve dans la situation où l'employeur ne peut plus continuer à payer aussi mal et avec d'aussi mauvaises conditions de travail ses salariés, si en plus la réforme du revenu universel est complétée d'une réforme qui facilite l'accès ou le choix du temps partiel. Ça change tout, parce qu'on se retrouve dans une situation où il peut y avoir pénurie de main-d'œuvre dans ces secteurs, et pénurie qui ne pourrait être réglée que par une amélioration des conditions de travail ou une augmentation des salaires. Donc il faut aussi que ceux qui me disent oui, ça va baisser les salaires, raisonnent aussi selon les règles du marché. Je veux dire, le marché ne marche pas que dans un sens ou dans un autre. La loi de l'offre et la demande sur le marché du travail, le travail étant considéré, hélas, aujourd'hui comme une marchandise, je vends ma force de travail et mon employeur l'achète. Et tout ça se noue dans un contrat de travail dans lequel j'accepte d'ailleurs un lien de subordination à mon employeur. Et bien dans ce marché du travail, la loi de l'offre et de la demande, elle jouera. Et si je renforce les capacités de ceux qui jusqu'ici acceptaient un petit boulot et un petit salaire à faire autre chose, alors que ce travail est toujours nécessaire pour faire fonctionner certains secteurs, eh bien ça change radicalement la nature du rapport de force et aura peut-être, et je l'espère aussi, une pression à l'amélioration des conditions de vie, des conditions de travail dans ce secteur-là. Mhm. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai un peu donné comme argument dans mon livre à Sterdignac et Allègre. Mais bon, moi, j'aime bien, c'est à eux que j'ai voulu répondre, parce que eux, je les prends au sérieux. Hein, au passage, je le dis, c'est la critique qui m'a intéressé, c'est la leur. Hein. Et puis, je ne prétends pas que boucler le débat avec ces arguments-là, il va continuer. Mais moi, j'ai apprécié, j'ai lu, parce qu'eux, en plus, quand ils écrivent. Hein. Donc, et puis, il y a des moments, il faut s'accrocher quand même, parce que c'est vraiment solide. Mais c'est évidemment à eux que j'ai eu envie de répondre parce que j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils pensent et leur travail. Je tenais simplement à saluer en tout cas tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à partager, à liker. Merci en tout cas de participer au débat. Pour rebondir justement sur ce que vous dites, là, vous venez de citer deux économistes importants sur le revenu universel. C'est assez intéressant parce que dans votre livre, il y a trois. Vous avez fait un peu un triptyque, je vois, écologie, politique et philosophique. Trois plaidoyers pour revenu universel. Moi, la première question que je me suis posée, c'est pourquoi pas un plaidoyer économique, administratif. Et est-ce que c'est un petit peu ce que vous dites dans votre livre aussi, est-ce que ce n'est pas un rejet de l'économisme, en fait, d'une certaine forme de prise de décision permanente par l'économie? Est-ce que ce n'est pas ça aussi que vous avez voulu combattre par votre structure d'ouvrage? Oui, un peu, et en même temps, je n'ai pas voulu esquiver. C'est-à-dire que moi, j'aimerais que l'économie soit, comme disait Keynes, sur la banquette arrière et pas au volant. Après, vous auriez pu faire en fait la dernière partie de la ça peut être la première politique. En fait, il y a des parties qui sont assez économiques en soi. Vous aurez peut-être pu les sortir et les mettre économiques, mais après. Oui, non, mais j'ai voulu que j'aborde la question du financement, en fait, la question vraiment dure, à la fin, et en plus, je ne la tranche pas, ce qui va rendre fou ceux qui adorent que. On l'évoquera juste après. Les équations soient résolues immédiatement, sauf que ça ne marche pas comme ça, la politique. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon on ne s'en sortirait pas. C'est peut-être une des explications du fait que nos sociétés ne bougent plus d'ailleurs aujourd'hui. Mais ce que j'ai voulu faire, c'est à la fois remettre l'économie à sa place, donc comme disait Keynes sur la banque arrière, et donc c'est le dernier chapitre de la livre, et commencer par les bonnes questions, c'est-à-dire que c'est pourquoi est-ce que je pense qu'un revenu universel serait bon? Quel impact aurait-il sur une bonne ou une mauvaise vie? En quoi favorise-t-il la cohésion sociale ou pas? En quoi contribue-t-il à accompagner la transition écologique ou pas? C'est-à-dire les grandes questions qui nous intéressent, parce que au fond, on voit, le Secours catholique annonce 10 millions de pauvres en France, c'est vertigineux comme chiffre.
Et vous avez l'impression que ça fait la une des journaux télévisés? 10 millions de pauvres, on n'en parle quasiment pas. On parle beaucoup plus aujourd'hui de la somme des décisions économiques, du sort, et à juste titre, des commerçants, parce qu'ils peuvent devenir pauvres aussi. Mais vous voyez qu'il y a quand même dans la hiérarchie qu'on donne au sujet, la question aujourd'hui du bien-être des individus est secondaire. Alors, elle est revenue un peu au devant avec le Covid, puisque la question de la bonne santé est réapparue. On a eu ce mois un peu incroyable où tout le monde se disait il va y avoir le monde d'après, et dans le monde d'après, on va tous se tendre la main, on va coopérer. C'était un peu lunaire ce truc, c'était une sorte de paradis pour les gens de gauche qui se disaient mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'était un mirage, quoi, parce qu'on est vite revenu à la réalité. Mais ce que je pense, c'est qu'il faut partir de ça. Et après, pourquoi je dis ça? C'est que, vous voyez, c'est un secret pour personne, je ne suis pas de droite. Mais ce qui m'intéresse, moi... C'est un scoop ce soir. C'est ça, c'était le grand scoop que je voulais... Majoub, il va être content, il va dire super, Benoît Hamon, ça fait une grosse déclaration, je ne suis pas de droite. Mais on le mettra en gros sur le poste. Il y a... des gens de droite avec lesquels ça m'intéresse de débattre, dès lors qu'ils ne me disent pas ce que je dis, c'est la vérité. Parce que que moi je dirais, non, c'est moi qui tiens le revenu universel, c'est la vérité, c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que si c'est la vérité, ça veut dire que les autres mentent. Et s'ils mentent, ça veut dire qu'ils sont indignes du débat politique. Et à la fin, à force d'être indignes de la démocratie, on finit par être indignes de partager la même pièce, et indignes de la même humanité parfois. Et c'est le drame de notre époque, que de ne plus être capable qu'on se mette d'accord sur nos désaccords, qui est une belle définition de la démocratie que reprend souvent Patrick Vivray. Et moi, je veux essayer d'avancer. Et donc, dans ce sens-là, c'est-à-dire avant de me dire non, c'est pas finançable, là, est-ce qu'on est d'accord sur la vision de l'homme qu'on a? Est-ce qu'on est d'accord sur le fait que le travail aujourd'hui est en train de se transformer et qu'il va produire des formes d'aliénation totalement nouvelles auxquelles on doit répondre? Est-ce qu'on est d'accord pour dire que l'irruption de la technologie partout pose des questions philosophiques et éthiques qui ne sont débattues nulle part? J'évoque, vous avez dit tout à l'heure, la robotisation, mais pas pour dire je suis contre. Demain, la machine, peut-être qu'elle permettra à quelqu'un qui est paralysé, tétraplégique, parce qu'on donnera des informations aux muscles que le cerveau ne donne plus, de retrouver l'usage de ses membres. C'est incroyable. Je veux dire, on en est là. Mais peut-être aussi que si la machine est capable de donner cette information, comment je bouge mon bras, la machine est capable aussi, ce que fait travailler un des projets d'Elon Musk, là, dont je parle dans le livre, sera peut-être capable, ce qui s'appelle Neuralink, de nous transmettre des informations qui détermineront un certain nombre de choix qu'on pourrait faire. Bon, ça mérite quand même qu'on en cause 2 secondes quand même. Moi, j'ai évoqué la notion d'obsolescence programmée de l'humanité. Si on ne parle pas de ces questions, d'autres décideront des barrières, des limites éthiques à ces innovations. Bon, ça encore, moi j'ai envie d'en discuter. Et je veux commencer par ça, pour dire en quoi le revenu universel me semble être une réponse, parce que c'est le fait j'aime pas ce mot, mais j'ai pas de mot en français qui à la place. C'est de l'empowerment réel, quoi. C'est-à-dire qu'on redonne des capacités aux individus de maîtriser leur vie, donc de faire des choix. Il y a plein de gens qui ne font plus de choix et donc qui ne sont pas libres, quoi qu'on en dise. Voilà, donc on commence par la politique et on finit par la fiscalité. Je salue encore une fois tous ceux qui nous rejoignent, et je n'ai pas accès à tous les commentaires, mais qui, j'imagine, sont en train de dire comment on finance le revenu universel, comment on le finance. C'était la question déjà qui revenait beaucoup avant le débat. Donc, en tout cas, dans votre livre, c'est très développé, cet aspect philosophique, c'est vraiment passionnant. En tout cas, pour ça, j'invite vraiment ceux qui nous regardent à le lire, parce que c'est tout le travail philosophique qui est fait dans ce livre est vraiment très intéressant. Et après, on peut ne pas le partager, mais en tout cas, c'est une vraie réflexion qui remonte, comme je disais tout à l'heure, au christianisme. Il y a tout un travail qui est fait, qui est très intéressant, qui font une vraie théorie de la justice. C'est presque de la philosophie. Donc, on pourra peut-être revenir sur ces sujets un peu plus éthiques tout à l'heure. Simplement, un petit passage sur le financement du revenu universel quand même, parce que c'est un point qui est très important, et sur l'aspect technique. Je veux simplement expliquer quelque chose de très simple pour ceux qui nous regardent. Alors, en 2017, Piketty en fait proposait un revenu universel. C'était à l'époque le directeur économique de votre campagne qui
qui proposait une forme un petit peu de super prime d'activité, comme vous disiez. En fait, si vous voulez, je vais donner un exemple simple pour ceux qui nous regardent. En fait, quand vous touchez le SMIC, vous avez un SMIC net de 1 150 euros. C'est-à-dire vous touchez 1 460 euros brut et on retire donc, du coup 310 euros de CSG et de cotisation salariale. Et après, vous pouvez faire une demande de prime d'activité qui est, je crois, de 160 euros à peu près, mais 130 euros, mais vous devez faire la demande. Et donc, vu que c'est faire une demande, tout le monde ne le demande pas forcément. Et donc, ce que proposait Piketty, c'était d'incorporer à la source la prime d'activité, ce qui faisait qu'en fait, il y avait une augmentation du SMIC de 200 euros. Et donc, en fait, c'était une forme de simplification fiscale et avec aussi un prolongement du RSA pour les jeunes, une rehausse du RSA, si je parle bien avec précision. Et donc, c'était une mesure pour parler du financement qui était estimé par je crois que c'était un calcul de l'OFCE, à 40 milliards par an. Donc, ce qui était un budget conséquent, mais qui est globalement tenable. C'est à peu près les chiffres du CSCE pour donner un ordre de comparaison. On a eu aussi le revenu universel de Gunning et de Basquiat, qui est beaucoup plus une simplification administrative, basée sur un IR à 23%, et en fait qui est assez faible, qui est autour de 400-500 euros pour chacun, et dégressif, et on va dire croissant dès la naissance. Voilà, pour poser un peu le cadre, il y a différents types de revenu universel, et celui que vous proposez en 2017 est à peu près financé à 40 milliards par an. Juste pour cadrer ça rapidement. Et en fait, là, vous avez un petit peu sorti l'artillerie lourde, je dirais, dans ce livre, puisque vous avez un petit peu passé cette version et vous passez directement un peu à si je ne me trompe pas, vous passez un peu à la troisième étape de votre programme en 2017, un peu plus directement. Vous faites quand même en 2 étapes. Enfin, je vais vous laisser développer, bien sûr. En 3 étapes, d'accord. Est-ce que vous pouvez du coup aborder ce nouveau revenu universel, les étapes, et comment vous le financez, puisque je sais que tout le monde va demander ça. Donc, comment financez-vous ce nouveau revenu universel? Là, on va rentrer dans un petit tunnel. Je vais essayer de faire assez vite. D'abord, bravo, merci pour avoir expliqué ce qu'on a fait avec Thomas. Alors, il n'y avait pas que Thomas, il y avait Julia KG oui, aussi. exactement. Il y avait Julien. Je pense que c'était intéressant pour ceux qui nous regardent. Économistes autour de moi. Et puis, c'est vrai que Thomas avait bossé à la fois sur la question d'un parlement de la zone euro et sur les questions économiques. Et ça avait été évidemment très précieux de travailler avec un économiste de sa réputation, de sa renommée et puis de sa compétence surtout. Alors après, les économistes, ils proposent des options. Là aussi, il y a du débat dans les choses économiques et ils ne sont pas tous d'accord, ni sur les constats, ni évidemment sur les théories. Bon, une fois que j'ai dit ça, je suis revenu finalement à une chronologie de mise en place du revenu universel qui me semble plus simple, qui est de ne pas remettre en cause le principe de l'inconditionnalité et du caractère individuel du revenu universel dans sa mise en œuvre. Et j'ai proposé 3 étapes. La première étape, c'est de le verser au 18-25. La seconde étape, c'est de le verser de 0 à 18 ans. Ce n'est pas la même somme, je vais en revenir. Et la troisième étape serait la généralisation. Alors, qu'est-ce qui reste à discuter? Parce que moi, je suis parti sur un scénario où on démarrait, pour que ce soit compréhensible, immédiatement avec un revenu universel de 750 euros pour tous les 18-25 ans. On peut imaginer aussi que dans le cadre de la mise en place du revenu universel, tout n'arrive pas en 5 ans et tout n'arrive pas on va dire, à plein régime en 5 ans. On pourrait imaginer que cette chronologie que je propose, 18-25, puis 0,18 puis généralisation, se double d'une discussion sur on commence par un revenu universel à 400 euros et la deuxième étape, ce soit 750, qui permettrait une montée en puissance plus dans le temps, plus lissée en quelque sorte, et qui permettrait d'amortir un certain nombre de chocs et de voir ce que sont les effets collatéraux du revenu universel qui existent. Il peut y avoir des effets de transfert assez puissants liés à la réforme fiscale indispensable pour financer le revenu universel qu'il convient d'observer et pour pouvoir ajuster le financement de la mesure. Donc, moi, là, je mets des pistes sur la table et je souhaite que ces pistes soient débattues parce que si j'étais arrivé en disant c'est bon, les gars, tout est bon là, d'abord, ça n'existe pas. Et vous imaginez, je prends cette comparaison, mais puisque c'est le 50e anniversaire de la mort du général de Gaulle, en 1945, quand on crée la sécurité sociale, ça fait maintenant, depuis 1945, vous vous rendez compte, depuis 75 ans, qu'on l'a fait évoluer et qu'on l'a fait grandir.
et qu'elle est passée de 0 à combien? Aujourd'hui, on part du PIB. On doit être à près de 30% du PIB dans les dépenses qui sont liées à tout ce qui relève de la retraite, de l'assurance maladie, de la protection contre les accidents du travail, plus les allocations familiales. Donc, il y a eu une montée en puissance. Donc, c'est pareil, c'est comme si vous aviez dit à De Gaulle et au Conseil national de la résistance, bon les gars, là, vous avez un projet de faire la retraite pour tous, les allocations familiales, l'assurance maladie et de protéger contre le travail, c'est pas finançable, ça fait 30% du PIB. Personne ne leur a dit ça. Absolument personne n'a dit ça. Et on a commencé avec quoi? L'assurance maladie et le système de retraite, qui au bout de 3 ans déjà, je me suis replongé, c'est passionnant d'ailleurs, dans les débats de l'Assemblée nationale dans les années 48, 49, 50, où on voit que certains disent « Mais vous vous rendez compte, monsieur, c'était déjà 11% du PIB, votre sécurité sociale. » Et donc, on a effectivement François Fillon de l'époque, qui était déjà là. une montée en puissance du dispositif. Ce sera pareil pour le revenu universel. Le revenu universel, il va monter en puissance. Il va pour partie chevaucher le système, notre protection sociale actuelle, et pour partie la compléter. Quand je dis chevaucher, par exemple, il remplacera les allocations familiales. Intégralement. Une partie des prestations sociales seront remplacées aussi par notamment tous les minima sociaux, ou une grande partie des minima sociaux, par le revenu universel. Juste pour ceux qui nous regardent, quelles aides sont remplacées par le revenu universel selon vous? Parce que c'est très différent. Alors, elles seront pas compliqué. Alors, par exemple, si on pourrait dire l'AH, l'allocation adulte handicapé, elle est presque engloutie par le revenu universel. Sauf qu'elle compense un handicap spécifique qui justifie sans doute qu'on recalibre l'AH par rapport au revenu universel. Je pense par exemple que les allocations logement, elles ont vocation à être remplacées par le revenu universel. Les allocations familiales aussi, sauf, mais c'est là où il faut regarder les effets collatéraux sur certaines populations qui pourraient être, qu'on a commencé nous à regarder d'ailleurs, plus affectées par la création du revenu universel, qu'elles ne seraient avantagées notamment pour les personnes les plus modestes et les plus pauvres. Là, il faudra maintenir des dispositifs spécifiques qui complètent le revenu universel. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui, en gros, si je vous dis on remplace l'AH et l'allocation logement, peut-être qu'on les remplacera dans les formules telles qu'elles existent aujourd'hui, mais pour les compléter sans doute par des dispositifs peut-être plus étroits, qui couvrent moins de gens et avec moins de dépenses, parce que le revenu universel le prendra déjà en charge. Mais ça ne veut pas dire qu'on supprime tout. Une chose que ça supprime, c'est les allocations familiales. Mais je vais revenir quand même à ma chronologie, parce que sinon vous allez me dire que je ne réponds pas à la question. Donc on commencerait par les 18-25 pour moi. 18-25, on leur verserait le revenu universel. À discuter, est-ce que c'est tout de suite 750 € ou est-ce que c'est moins 750 €. Pour voir. Mais moi, je suis parti sur une hypothèse 750 €. Et qui a un coût immédiatement, je crois que je chiffre autour de 38 milliards d'euros. Oui, petit à petit, 38. Une fois qu'on aura défalqué une partie des justement de prestations RSA jeunes qui n'ont plus vocation à exister dans ce cadre-là. Mais bon, les jeunes recevraient 750 €, admettons, en partons sur l'hypothèse de mon livre, par mois. Comment le finance-t-on? Alors, de toute façon, il faut qu'on se dise une chose, il n'y a pas de solution au financement du RE à système fiscal constant. Alors, juste pour préciser, avant de le financer, c'est quand même un coût total de 500 milliards qu'il faut. Ah oui, alors après, à la fin, oui, mais c'est comme, je vous reprends le général de Gaulle. Non, mais oui, mais au moins, on ne peut pas dire il était formidable, il était courageux. Mais lui, si on lui avait dit que la Sécu, ça allait coûter 20 ou 30 ans plus tard l'équivalent de 15 à 20% du PIB, il ne la faisait pas. Il disait oui, mais sauf qu'il faisait de la politique, le général de Gaulle. Alors je ne me compare pas à de Gaulle, je veux dire, c'est que je pense que le Conseil national de la résistance raisonnait de la même manière. Mais vous ne pouvez pas commencer par ce que sera le coût à moyen et long terme, quand moi je dis qu'il faut monter en puissance. Et effectivement, dans 5 ans, si j'étais président de la République, ou si j'avais été élu au président de la République en 2017, on n'aurait pas eu le revenu universel à plein pot en 2022. C'est impossible. Donc, on est sur un projet qui suppose que ça monte en puissance. Et que ça monte en puissance et que ce soit financé par une redistribution de la richesse servie par une réforme de la fiscalité, de nouveaux prélèvements, un nouveau barème de l'impôt sur le revenu, une fiscalité du patrimoine qui sera radicalement modifiée puisqu'elle introduira un élément de progressivité et une assiette qui reposera sur les actifs nets, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ensuite, pour ce qui relève des prélèvements directement sur l'économie,
ce que j'ai évoqué, la taxe sur les robots et la taxe notamment sur les ressources naturelles. Qu'il me soit permis quand même de rajouter qu'à partir du moment où vous injectez ces dizaines de milliards d'euros sous forme de pouvoir d'achat pour les ménages, ça fait quand même aussi considérablement gonfler les recettes fiscales, notamment tout ce qui est impôt à la consommation, qui sont prélevés et qui occupent une belle place aujourd'hui dans les recettes de Et ça l'État. réduit aussi les dépenses de santé sur, par exemple, les personnes pauvres qui allaient plus à l'hôpital ou qui a des problèmes de surpoids liés à des manques de revenus. Évidemment, il y a des coûts sociaux évités considérables. Donc, bon, en clair, ce que je veux dire, c'est que moi, mon idée, c'était de financer la première étape, qui me semble être supportable aujourd'hui par une réforme de la fiscalité assez simple. De financer la seconde étape, qui, elle, est aussi finançable dès lors qu'on absorbe le coût des allocations familiales dans le financement de la seconde étape et qu'on peut aussi calibrer par de nouveaux types de prélèvements le financement de la seconde étape, qui est, je le rappelle, le revenu universel, qui serait cette fois-ci de 300 € pour les personnes de 0 à 18 ans. 0 à 18 ans, l'idée, c'est de dire chaque enfant qui naît entre 0 à 18 ans se voit doté d'un capital de 300 €, en gros, par mois, qui est réparti sous 200 € pour la famille, pour les charges d'éducation, de logement, d'alimentation, les allocs, quoi, comme elles existaient, et 100 € qui vont sur un compte géré par la Caisse des dépôts et des consignations, qui ne sera disponible qu'à 18 ans et qui constituera pour le jeune, à ses 18 ans, un capital d'émancipation. Donc vous faites le calcul, 100 x 12 x 18, on arrive à près de 20 000 € de capital d'émancipation, ce qui, pour tout jeune qui se lance dans la vie, évidemment, je veux dire, pour celui qui n'a pas les moyens, est une belle aubaine. Et même pour celui qui a les moyens, je veux dire, c'est évidemment pas rien que de partir avec 20 000 €. Ça, c'est hyper facile à faire. Par ailleurs, la Caisse des dépôts fait déjà ça pour les enfants artistes, de gérer des comptes qui ne sont disponibles qu'à 18 ans. Donc, bon, il y a un peu d'ingénierie à faire, mais il n'y a rien d'insurmontable à tout cela. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, qui est là effectivement, la plus difficile, c'est celle de la généralisation. Et pourquoi je dis c'est la plus difficile? Parce que c'est celle qui suppose un minimum de planification, donc de constance dans les choix de l'action publique et gouvernementale, et surtout qu'elle soit pensée de telle manière que la montée en puissance, on ne peut pas faire en gros, si on estime que le coût des 2 premières étapes est entre 80 et 100 milliards d'euros, le coût de la dernière, c'est la grosse marche quand même, effectivement, c'est 400 milliards. Donc la question c'est, est-ce qu'on passe par un revenu universel plus bas au départ pour que la montée en puissance se fasse plus simplement? Est-ce qu'on passe... on accompagne de génération en génération la montée en puissance? Ça, ce sont des débats qui devront être ouverts. Alors moi, j'avais souhaité qu'il y ait une conférence citoyenne qui s'en occupe, qui en débatte, mais c'est vraiment une discussion qu'il faudra trancher, que moi, je ne tranche pas parce que je suis bien incapable tout seul. Mais bon, comme je vous le dis, ceux qui ont fait la sécurité sociale n'anticipaient pas les débats qui allaient avoir lieu 10 ans plus tard. Ça faut quand même être un sacré devin pour savoir exactement dans quelles conditions les choses s'articuleront. Donc, moi, je Après, il y avait un chemin et je vous propose qu'on y aille ensemble. Et si on y va ensemble, je peux vous assurer qu'on trouvera les solutions. Après, je dois avouer ne pas avoir regardé les débats sur la sécurité sociale à l'Assemblée, mais il me semble qu'il y avait quand même un peu plus de consensus à l'époque sur la sécurité sociale qu'il n'y a aujourd'hui sur le revenu universel. Peut-être que je me trompe pas, mais... Ah oui, non, mais si, non, vous ne vous trompez absolument pas. Vous avez entièrement raison. Il y avait consensus après-guerre, qui n'existait pas avant-guerre. En plus, on n'est pas dans une situation de guerre aujourd'hui. Enfin, on peut peut-être y arriver, ça ce serait quand même dommage. Mais... Ah oui, j'espère que non, comme nous, qu'on s'évitera ça. Et ce qui me semble intéressant, c'est de se souvenir quels sont les fondements politiques de l'Organisation internationale du travail qui va naître après-guerre et du Conseil national de la résistance et des réformes qu'il invoque. Je vous rappelle que à cette époque-là, on pose comme une des raisons de la guerre la montée des inégalités sociales, de la pauvreté et de la détresse dans tous les grands pays après la crise de 29. C'est-à-dire qu'on fait un lien entre l'injustice sociale, l'inéquité du système, les inégalités et la course, finalement, au nationalisme et à la guerre. Et la réponse du CNR, et c'est qu'endosse De Gaulle lui-même, est de dire oui, la justice sociale est un des ingrédients de la paix. Et c'est pas, ce serait bien
que cette fois-ci, on pose la question de la justice sociale à l'heure de la révolution numérique et de la transition écologique, avant qu'il faille en passer par des tragédies avant. C'est aussi ça que je veux dire. C'est que les D'ailleurs, on voit que fermer la sécu… la tragédie du Covid remet beaucoup le revenu universel, parce que dès que la pauvreté explose, et vu qu'on n'a pas forcément les moyens de répondre dans ce nouveau contexte d'emploi, cette nouvelle situation, eh bien, le revenu universel revient de facto. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez des initiatives espagnoles, de ce qui sont dans les autres pays? Quel regard vous portez sur ces initiatives? J'en parle dans le bouquin au début pour dire Ouais. qu'en fait, ils font un revenu de base, ils font l'équivalent de ce qu'on a fait nous avec le RMI ou le RSA. Alors, du coup, maintenant, comme la formule revenu universel est Mais c'est apparue… déjà mieux que rien. C'est déjà mieux que rien. Oui, Ça- mais évidemment. Non, mais moi, j'applaudis. Ce que je trouve intéressant, c'est les expériences allemandes et finlandaises sur le revenu universel, cette fois-ci, distribué à tous. Ce que je trouve intéressant, c'est la forme un peu plus élaborée de chômage partiel qui était celle de la prestation d'urgence au Canada, qui se rapprochait d'un revenu universel, la PC, prestation compensatrice, je ne sais plus comment elle s'appelait. Et ce que je trouve intéressant, c'est ce qu'a proposé le PNUD, qui proposait qu'il y ait là, le temps de la crise, pour toutes les personnes pauvres ou en lisière de la pauvreté, qu'on mette en place, là, pour plus d'1 milliard de personnes, le principe d'un revenu universel. Donc, on a… Alors, c'est là où il faut peut-être revenir à un peu de philosophie, c'est que, il est indispensable, sinon ça ne sert à rien de faire de la politique, hein. Il est indispensable en tout cas d'essayer d'anticiper ce que sont les transformations, notamment du travail, et d'essayer de regarder si oui ou non la représentation du travail qu'on a est correcte quand on résume le travail à l'emploi. Vous avez vu dans mon bouquin, il y a un long passage sur travail et christianisme. Et je ne suis pas tendre avec l'héritage judéo-chrétien et la rupture qu'a introduit le christianisme avec l'Antiquité dans la représentation qu'on a eue du travail, qui était que travailler, c'est honorer Dieu. Et on voit avec en plus le protestantisme que finalement, travailler, c'était en soi un exercice spirituel. Max Weber a admirablement décrit tout ça. Bon, on a cette réalité-là qui a beaucoup pesé dans les représentations qu'on a du travail et qui nous amène assez instinctivement à considérer qu'un argent qu'on recevrait alors qu'on n'a pas travaillé, c'est un peu un argent indu. Et est-ce qu'on n'est pas un peu… est-ce qu'on ne profite pas en faisant cela? Ça, c'est un des obstacles invisibles. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le tournant qu'opère la parole, notamment du Vatican, sur cette question. Parce que quand l'Église elle-même conçoit désormais que l'on puisse, pour assurer une vie décente et une vie digne, devoir bénéficier d'un revenu qui est indépendant du travail, ce qu'a dit le pape dans une prise de parole favorable au moment de la crise du Covid au revenu universel, c'est un tournant qui est de la même ampleur pour moi que l'autre tournant qui a été opéré par l'Église dans ce qui a été l'encyclique Laudato Si, où désormais on a considéré que la responsabilité, finalement, notre rôle sur Terre, notre rôle, le rôle d'un chrétien, je ne parle pas pour tout le monde, là, mais aux yeux des catholiques, n'était pas de dompter la nature, de la domestiquer en faisant cela, d'honorer Dieu, mais c'était de respecter l'ensemble du vivant comme un élément de la création. Alors, pardon, je suis de parler, de faire dans le religieux, mais bon, en même temps, nier la place qu'ont les religions et dans notre culture, c'est nier une part essentielle de nous, qu'on soit croyant ou non croyant. C'est-à-dire, on ne vient pas de nulle part et on a été tous influencés plus ou moins par des cultures qui mêlent athéisme, politique, philosophie et religion. Donc j'en parle parce que ça pèse évidemment en Europe. Et là, j'observe qu'il y a un tournant. Et ce tournant est intéressant parce que vient du cœur même des lieux où on a pensé le lien au travail comme quelque chose par lequel on s'accomplissait principalement. Maintenant, on dit effectivement, on s'accomplit par le travail. Effectivement, on est utile socialement par le travail parce qu'on produit de la richesse. Mais le travail, aujourd'hui, c'est aussi de l'aliénation. Et le travail, ça n'est pas que l'emploi. Quand je travaille aujourd'hui bénévolement, ben je travaille. Quand je travaille chez moi, je travaille. Quand je travaille pour aider mes enfants à faire leurs leçons, je travaille. Quand les entreprises me font travailler comme consommateur gratuitement, je travaille. Je ne suis pas payé pour d'ailleurs. Donc, attention à ce qu'on n'ait pas nous-mêmes une représentation du travail où on accepte que finalement, la part du travail qui a une rémunération, une contrepartie économique, est peut-être le travail qui nous occupe le moins dans une journée.
Et celui surtout dans lequel parfois on s'épanouit le moins. Et pour rebondir justement sur ce que vous dites avec la question du travail, et vous parlez aussi de l'expérience finlandaise, quels arguments vous avez? Parce que l'un des arguments majeurs qu'on a contre le revenu universel, je dirais, c'est que ça va créer finalement on peut le dire, des fainéants, et ça c'est un petit peu le discours qui revient à droite sur les assistés. Quelle réponse on a fondamentalement? Et l'expérience finlandaise justement est intéressante à ce niveau-là. L'expérience finlandaise, elle montre ce qu'avait montré l'expérience de Dolphin au Canada, et ce que montrent à peu près toutes les expériences et tous les travaux académiques et universitaires. C'est que si vous recevez de l'argent en plus, ce n'est pas pour autant que vous arrêtez de travailler. Ce n'est pas pour autant que vous allez travailler plus, ça ils disent aussi, il faut être honnête, ils disent oui, il n'y a pas de… Fortement, c'est pas… ils disent ça a un peu encouragé à de la reprise d'activité, mais ça n'a pas non plus été énorme. Mais ça n'est pas du tout des incitatifs au travail. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, vous dites que c'est un argument contre, en fait, c'est un préjugé contre le revenu universel. Faites l'expérience vous-même. Honnêtement, prenez toutes les assemblées que vous voulez et demandez qui d'entre vous arrêtera totalement de bosser parce qu'il reçoit 750 € par mois. Honnêtement, il y a toujours un ou deux qui lèvent la main. Mais c'est très minoritaire. Et parce qu'on a envie de continuer à bosser, parce que d'abord, on en aura besoin de notre salaire toujours. Et puis ensuite, parce que on s'y accomplit aussi parfois. Et même si on ne s'y accomplit pas maintenant, on a envie de s'y accomplir un jour et qu'on est utile. Donc non, l'argent qu'on donne en plus, ça ne fait pas des fainéants. Bon, en général, c'est quand même des gens qui ont un bon gros héritage et qui vivent d'une bonne grosse rente qui disent parfois cela. Et puis d'autres qui ont tort, à mon avis, quand ils souvent des gens qui n'ont jamais travaillé véritablement. Mais… Si, il y a des gens qui disent « j'ai pas envie que les feignants vivent sur mon dos ». Ça, je l'ai entendu, souvent. Et vous avez beaucoup de travailleurs modestes qui disent ça. Ils disent oh, « non, mais bon, les autres, je sais, lui, il vit des allocs, etc. etc. » Et il y a évidemment toujours des vilains canards ou des moutons noirs. Mais bon, on ne construit pas des politiques publiques sur les vilains canards. Parce que sinon, à ce rythme-là, on va dire chaque individu malveillant dans une communauté est considéré que parce qu'il est malveillant, sa communauté est malveillante. Si vous voyez où je veux en venir. Non. Et là où je vous rejoins, c'est qu'on de surcroît, la fraude des pauvres, comme vous dites, c'est une pauvre fraude. C'est toujours, qu'en soit quelques personnes puissent frauder et permettent à toutes de sortir de la pauvreté, en soi, c'est quelque chose de simple. En tout cas, oui, puis surtout, ils ne fraudent pas grand-chose, quoi. Voilà, exactement. C'est une pauvre fraude. Je voulais simplement saluer tous ceux qui sont sur le live et qui n'hésitez pas à commenter, à partager, en tout cas, et à réagir encore. Simplement pour revenir à ce que vous dites, l'expérience c'est du Mincom, je crois que c'est le Mincom au Canada, a quand même montré quelque chose qui est quand même un argument à prendre en compte, c'est qu'en soi, je crois que c'est un des enseignements de l'expérience, le revenu universel peut quand même désinciter à travailler ceux qui touchent très peu. Par exemple, on peut se dire, si je vais toucher, je ne sais pas, 100 ou 200 € de plus en travaillant qu'en touchant juste mon revenu universel, et que ça me coûte en vérité en frais d'essence, etc., quasiment autant que ce que je gagnerais à aller travailler, le travailleur populaire va peut-être préférer justement ne pas travailler et garder son universel. Ouais, mais sauf que ça s'ajoute. Moi, si je gagne par exemple 1000, quand c'est en concurrence, oui, ça se joue. Si par exemple je suis à temps partiel au SMIC et que j'ai 500, allez, je fais 600, 650 € à mi-temps, et que là j'ai un revenu universel à 750 qui remplacerait. Ah bah oui, là je peux me dire, bon, attendez, je vais bosser. Mais là, c'est 750 plus 750. Donc en vérité, là pour le coup, lui, il y est gagnant. Le truc qui est là où vous avez raison, c'est quand le travail est un travail dans un ménage où il y a une femme, un homme, et où on est sur c'est ce qu'ils ont constaté au Canada, un temps partiel ou un emploi plutôt subi, pris par souvent les femmes, en l'occurrence, même si pour le coup il faudra aussi en faire un instrument de l'égalité, mais des femmes qui disent, bon ben écoute, vu que j'ai le revenu universel, vu que toi tu as ton salaire plus le revenu universel, j'abandonne mon travail pour pouvoir m'occuper des mômes, etc., puisque souvent ce sont dans le partage des tâches domestiques, il incombe l'essentiel des tâches domestiques, hélas, aux femmes. Mais là, oui, il peut y avoir ça. Et on l'a constaté notamment dans l'expérience canadienne, où sur les quelques pourcents de gens qui abandonnaient le travail, l'essentiel des personnes qui abandonnaient leur travail étaient des femmes. Pourquoi ? Parce qu'elles faisaient un arbitrage qui était un arbitrage
si elles ne sont pas célibataires, si ce ne sont pas des mères célibataires, qui étaient favorables au fait de lasser son emploi. Là, juste pour vous, j'ai les chiffres sous les yeux. Les hommes ont réduit leur temps de travail de 1% en moyenne et les femmes de 7%, juste pour montrer la différence. Tout à fait. Je ne sais plus quel. Non, mais c'est agréable de bosser avec vous. Vous êtes vachement tapé, parce que moi, je suis interrogé sur des grands médias et des fois, les types n'ont même pas lu mon bouquin. Ils me disent alors, donc, ce revenu universel, ça remplace le RSA. Et là, ils me disent non, c'est vraiment pas exactement ça, mais. Et non, surtout, je préfère même pas vous dire où. Surtout les spectateurs qu'on salue encore une fois, qui sont très au taquet et qui font beaucoup de fact-checking sur tout ce qu'on dit. On les salue. Xavier. C'était pas fact-checké. Vraiment dans la C'était pas fact-checké. Il faut fact-checker dans mon bouquin, hein, tout y est. Non, tout à fait. Vas-y. Oui, et pour sortir un petit peu de cette question, peut-être, je voulais poser une autre question qui me paraissait importante, c'est que donc du coup, dans votre financement de revenu universel, on atteint quand même des chiffres qui sont assez importants. Et en fait, la question qu'on peut se poser aussi, je dis à la limite, la question qu'on pose souvent, c'est de se demander est-ce que le revenu universel est finançable? Donc c'est bien sûr une question qu'on peut se poser, mais on voit qu'il est plutôt finançable, même si ça demanderait beaucoup d'efforts. Et vous, les solutions que vous donnez, aujourd'hui, elles paraissent, honnêtement, elles sont plausibles sur un temps long, mais on voit qu'elles ont quand même du mal à s'imposer. Par exemple, je vois Pierre Larotauroux qui se bat, qui fait même en ce moment une grève de la faim au Parlement européen sur le budget pour mettre en place la taxe sur les transactions financières. On voit qu'il n'y arrive pas. La taxe sur les robots, elle a été rejetée par le Parlement européen en 2017, il me semble, de la même manière. Il y a d'autres dispositifs où elle a été mise en place, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de résistance. De donner une personnalité, je crois, juridique au robot qui justifiait qu'ensuite on prélève. Moi, en l'occurrence… Oui, parce que vous voulez taxer la valeur ajoutée et plus… moi, je propose un autre mécanisme. Donc, c'est toujours pareil. Pour être très honnête avec vous, la taxe robot, en fait, c'était une manière de marketer quoi, parce que ça parle, c'est plus simple, c'était de dire là où la machine est sur une activité et que l'employeur économise le salaire et les cotisations sociales, et pour autant la richesse continue d'être produite. L'exemple le plus parlant, c'est la caisse automatique qui remplace la caissière ou le caissier. Bon, dans ce cas-là, votre grand magasin, il continue à faire du chiffre d'affaires, mais il a économisé les salaires. Alors, il y a l'investissement au départ, il va falloir l'amortir. Il y a la technologie, il y a un peu de coût de maintenance, sans doute. Il y a un peu plus d'électricité, mais encore, c'est vraiment l'épaisseur du trait. Mais tout ça lui permet, sur le long terme, de pouvoir économiser quand même des prélèvements sous la forme des cotisations sociales et du salaire. Donc, moi, ce que je pense, dans ce cas-là, c'est alors là, pour le coup, exactement la même idée que Bill Gates quand il défend la nécessité de construire un prélèvement, une contribution des entreprises pour faire face à ce qu'il appelle la substitution logicielle. Bon, oui, elle existe, cette substitution logicielle. Elle s'est même accélérée avec la crise Covid, parce que les entreprises, pour certaines d'entre elles, ont dû s'adapter et que quand les gens étaient confinés, dans certains secteurs, on a accéléré les transformations. Ça ne veut pas dire que quand les gens sont revenus, ils ont vu un robot à leur place, mais ça veut dire que les transformations de certaines entreprises ont vu leur calendrier s'accélérer à cause de la crise Covid. Et donc, il faudra penser les systèmes de prélèvement qui s'assurent demain qu'une entreprise X qui avait 100 salariés hier et qui faisait un chiffre d'affaires N fasse pas demain avec 50 salariés et 50 robots un chiffre d'affaires N+1 en réduisant en plus massivement ses contributions au mécanisme de solidarité. Et c'est là où moi je dis qu'il faut créer un système qui garantisse que… alors, comme ça, symboliquement, je dis c'est le robot qui paye, mais évidemment, je ne vais pas aller courir après les DAB en ville en disant « Dites donc, vous distribuez des sous, distributeur automatique, vous êtes un robot, vous allez payer vos impôts. » On n'est pas débile. Mais c'est ça le principe. Et alors, oui, c'est pas ça qui a été rejeté au Parlement européen. Par ailleurs, le Parlement européen, on fait la fiscalité qu'on veut. Hein. C'est pas lui qui décide de quel type d'impôt on créerait. Non, mais ce que je voulais dire par ma question, je vais un peu la préciser, c'est que effectivement, vous avez raison de dire que le mécanisme qui a été rejeté n'était pas le
n'est pas le même, et le vôtre paraît bien meilleur enfin, pour ce dispositif. Mais en fait, ce que je voulais dire par ma question, c'est qu'on voit quand même qu'il y a, que, tout à l'heure, avant de commencer le direct, j'ai une amie qui m'a dit Benoît Hamon, il est trop visionnaire. Son problème, c'est qu'il est trop visionnaire, il est trop en avance sur son époque. Et à force de dire ça, on va être très en retard, surtout. Et bon, peut-être que, c'est beau, vous avez peut-être raison, mais c'est que, en fait, les différents dispositifs que vous proposez vont rencontrer des énormes résistances, des résistances que ce soit des administrations qui ne sont pas forcément habituées à ce type de choses, des résistances du Sénat, parce que le Sénat, on le connaît, il sera toujours, voilà, il sera toujours bien à droite. Et même si un gouvernement de gauche gagnait, par exemple, il gagnait l'Assemblée, il y aurait toujours le Sénat derrière. Résistance du Conseil constitutionnel, parce qu'on a vu par exemple que le Conseil constitutionnel a rejeté la taxe 75%. Résistance au niveau européen, puisque la CDU a de bonnes chances de rester majoritaire et les dirigeants européens sont quand même plutôt à droite, à part quelques exceptions. Enfin, je veux dire, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de résistance. Et comment vous allez faire pour mettre un coup d'accord? Il y en a, si vous le voulez bien, qui sont plus simples à lever que d'autres. Oui, bien sûr. Me semble-t-il. Mais tout ce que vous dites est juste. Alors, d'abord, sur ce que vous a dit votre ami, là, et moi, qui me dit souvent, maintenant, ça commence d'ailleurs c'est « Ah, vous êtes super, mais vous êtes un visionnaire, mais vous êtes en avance. » Donc, en gros, on votera pour vous en 2040, quand je serai mort, quoi. Et bon, moi, je suis ravi qu'on dise que c'est votre côté un peu Michel Rocard. Elles seront bonnes, mais qu'elles seront bonnes dans 20 ans. En fait, qu'est-ce qu'on en sait? Ça se trouve, elles seront mauvaises dans 20 ans. Donc, bon, mais c'est plutôt gentil de me dire ça. Donc, je prends évidemment les compliments ou les commentaires positifs, parce qu'on en voit beaucoup aussi de négatifs. Donc, évidemment, je les prends. Ce que je pense, vous pointez parfaitement ce qu'est ce que en général, le chinois Sun Tzu, dans l'art de la guerre, décrit comme les éléments du terrain, toute la topographie, c'est-à-dire les armées en face, est-ce qu'il y a des montagnes, est-ce qu'il y a un ruisseau, est-ce qu'on est coupé de ses soutiens logistiques ou pas. Et sur ce théâtre de guerre, en l'occurrence, ou de conflit ou de débat, il y a la question des principes constitutionnels qui seront convoqués et qui sont aussi, comme le droit de propriété et la liberté de commerce, des principes qui nous empêchent aujourd'hui de faire plus et mieux, par exemple, en termes de reconnaissance du crime d'écocide, dans le domaine de l'écologie, de l'environnement. Donc, on voit bien qu'il y a des principes aujourd'hui constitutionnels, alors qu'on peut modifier, et qu'on peut modifier en modifiant la Constitution et la jurisprudence qui naîtra derrière de cela, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des principes qui sont des principes qui nous empêchent de mettre en œuvre des mesures qui relèveraient de l'intérêt général, tant du point de vue de la protection de du milieu naturel que du point de vue de la justice sociale. Première chose. Avec le crime d'écocide, par exemple, que proposait le Oui, le crime. Justement, moi, j'ai eu une discussion récemment. J'ai lancé un podcast qui s'appelle « Et si ?» et le prochain numéro est sur le crime d'écocide. On a invité 2 chercheurs en droit, 2 femmes remarquables de l'Université d'Aix-en-Provence et du CNRS pour parler du crime d'écocide. Et on revenait sur ces obstacles constitutionnels aujourd'hui qui existent et qui pourraient nous empêcher d'avancer dans ce sens-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous avez parfaitement raison de dire qu'aujourd'hui, sur la question de l'impôt, de ce qu'on pourrait, de l'égalité devant l'impôt ou de l'inégalité devant l'impôt, il pourrait y avoir des obstacles constitutionnels qui doivent être levés, le cas échéant, par une réforme de la Constitution préalable à la mise en œuvre de ces choix. Le Sénat, c'est presque là, c'est un obstacle périphérique, parce que là aussi, oui. Dans le projet politique qui est le mien, c'est pas tant que c'est pas le problème de la majorité de droite qui m'embête. C'est le rôle que peut jouer le Sénat comme un facteur finalement non pas de tempérance, mais de blocage, de transformation de notre société. Moi, je n'ai pas de problème. Est-ce qu'on est une assemblée plus tempérante qu'une autre? Est-ce qu'il faut le bicamérisme? Je suis plutôt pour, moi, mais c'est clair qu'il faut en faire un autre type d'assemblée que celle qu'elle est aujourd'hui. Mais moi, je ne suis pas totalement désespéré sur une partie
de la droite qui peut considérer à un moment que l'intérêt général dans ce pays, pour faire nation, c'est de continuer à avoir un haut niveau de service public et de redistribution. Une partie de la droite s'est ralliée à la sécurité sociale et au programme du CNR. Et donc, confronté à la mise en péril de ce qui, du socle de la République sociale, moi, je ne désespère pas qu'à un moment, on ait aussi des responsables politiques qui disent il faut, et comme aujourd'hui, modifier la manière dont on organise notre système de protection sociale. Vous savez, ce qui m'intéresse dans le revenu universel, c'est évidemment ceux qui la défendent, mais aussi ceux qui la combattent. Et il y a un truc qui est assez lunaire. C'est que d'un côté, on vous dit c'est un cauchemar libéral. Avec le revenu universel, les patrons arrêteront de faire du salaire. Benoît Hamon a inventé le moyen par lequel le capitalisme portera les stockades aux salariats. Bon, bref. Ça, je l'ai entendu quand même, hein, des gens de gauche qui sont capables de me dire ce truc-là. Bon, pourtant, ce que je propose, c'est la socialisation de l'équivalent de 14% de la valeur ajoutée quand on considère que le PIB repose sur notre activité et pour 14%, ce qui a été l'activité de ceux qui nous ont précédés. Mais bon, ça, ce serait la victoire du capital. C'est quand même assez grandiose. Mais on me dit ça, cauchemar libéral. Et d'autres me disent c'est une utopie totalitaire communiste. Comment la même mesure peut réussir à être et une utopie communiste totalitaire ou un cauchemar libéral? Ça, c'est... Après, c'est ce que je voulais vous dire aussi. Je trouve que, je ne dirais pas que vous êtes libéral, surtout que libéral à gauche, c'est très, très mal connoté. Mais je pense que vous êtes quand même d'une gauche que je dirais libertaire, c'est un peu de Camus. Il y a quand même et c'est dans vos livres, il y a beaucoup de belles pages là-dessus. Vous êtes d'une gauche qui a quand même cette envie de la liberté, et ça passe aussi par l'universel. Je pense qu'il y a des aspects, je pense qu'une gauche libertaire mais moi, je ne désespère pas de l'individu. Je ne suis pas une gauche qui désespère de l'individu, qui pense que, je veux dire qu'il faut en passer par la mise au pas de l'individu à l'intérieur du collectif pour que on finisse par un jour atteindre le paradis socialiste. Non, moi, je crois, le fondement de ma pensée repose sur la confiance, évidemment, dans mes pairs, mes égaux, les hommes, mais au sens générique, donc les femmes et les hommes. Et j'essaye aussi de dire ça, c'est que, vous savez, je le répète là un peu souvent en ce moment, donc pardon si vous l'avez déjà entendu, mais ce qui me rend triste aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que l'offre politique qu'on propose aux gens, c'est une offre entre différentes fins du monde. C'est choisissez votre fin du monde. Et c'est quand même un peu flippant, quoi. Et moi, j'essaye. Il n'y a pas de grand projet positif. Il n'y a pas de grand récit émancipateur. Il faut retrouver ce chemin-là. Et le revenu universel peut être un des moyens. Ce n'est pas le seul, bien sûr. Je vous dis, je ne prétends pas à ça. Mais je crois qu'en tout cas, il cumule le double intérêt de proposer une voie pour éradiquer la pauvreté, pour redistribuer mieux la richesse et pour redonner la capacité aux individus de pratiquer la liberté, de vivre la liberté et l'autonomie. Donc de choisir. Quitte à ce qu'ils fassent les mauvais choix, mais après, ce n'est pas à moi de me décider à leur place. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Je ne voudrais pas vous embêter, on est en direct, mais moi j'ai le dîner à faire pour ma famille. Donc il faut savoir jusqu'à quelle heure ça dure. On en fait pas. J'ai promis que je faisais des. On va bientôt finir. Non, mais j'ai des enfants, donc c'est moi. Désolé, c'est vrai, on ne voit pas trop le temps passer. Enfin, en tout cas, on ne voit pas le temps passer, c'est passé vraiment assez vite. Et en tout cas, c'est très intéressant ce que vous dites. Parce que je sens que ça va gratter à la porte dans quelques minutes. Donc, Parce que sur le fond, on a beaucoup parlé du fond du revenu universel. Peut-être passer à la deuxième partie de l'entretien, effectivement. Le projet là, que vous avez porté et que vous avez bien porté, projet que vous avez popularisé aussi auprès d'un public. Tout ça, ça doit se passer dans un cadre d'un projet politique émancipateur, comme vous dites. Alors, on a beaucoup parlé du monde d'après, comme vous l'avez dit au début. On a beaucoup parlé des tribunes, de ce mirage, peut-être des tribunes, mais il y a en tout cas, au-delà de ce mirage, une réalité des urnes, une réalité politique. Sur cette réalité politique, alors déjà, peut-être un mot sur la gestion du Covid. On a eu une gestion de crise depuis le mois de mars dernier, assez confuse, qui, selon les chiffres de nombreuses institutions, a plongé 1 million de personnes sont sous le seuil de pauvreté. Vous l'avez dit tout à l'heure, 10 millions de personnes sont dans la pauvreté aujourd'hui. Est-ce qu'au niveau de la gestion de cette crise du Covid, qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait, et notamment sur les questions sociales?
En fait, c'est une question à laquelle il n'est pas simple de répondre. Je m'explique. C'est que forcément, le gouvernement gère la crise en fonction de ce qu'il a fait aussi avant. Et évidemment, comme il est probable, si moi j'avais été élu, les 3 années qui précèdent la crise Covid n'auraient pas été les mêmes sur les politiques en matière d'ouverture de postes au concours dans l'éducation nationale, qui ferait gérer différemment la crise dans les lycées et les collèges aujourd'hui. Elle n'aurait pas été la même dans la santé. Donc, bon. Donc, c'est assez difficile. Si on se met à la place d'Emmanuel Macron, il a dû gérer une crise après qu'il ait lui-même continué dans le sillage de ses prédécesseurs à organiser la transformation de l'hôpital sous la forme du passage de l'hôpital entreprise, que font les directeurs d'hôpitaux, ou la plupart des directeurs d'hôpitaux aujourd'hui, et continuent à faire, il faut le dire, ils sont formés pour ça, comme voir l'hôpital comme un centre de coût d'abord, et pas comme un centre de soins, et ça c'est un drame. Donc ils avaient continué cette politique. Ils avaient continué cette politique, et il y avait un sillon qui avait été pris par Emmanuel Macron, qui était un sillon libéral, où finalement on acceptait de ne plus être souverain dans le domaine industriel, ou certains domaines industriels, de ne plus être souverain sur le plan sanitaire ou alimentaire, de laisser le libre jeu du marché, bon bref. Donc, bon, forcément, au moment où arrive un choc comme celui-là, ils ont dû gérer la crise en étant comptables de ce qui s'était passé sous le quinquennat Hollande, sous le quinquennat Sarkozy, et sous les conséquences de leur propre action. Donc, si vous me dites qu'est-ce que j'aurais fait de différent, c'est difficile de dire. Si j'avais pris les choses au même moment que Macron, là, au début de la crise Covid, vu l'état du pays, bon, il y a des choix par exemple, différents. sur des mesures très simples. Là, en ce moment, on parle beaucoup de certaines mesures très intéressantes. On parle beaucoup de la question, par exemple, du RSA pour les moins de 25 ans. Moi, je suis tranquille. Projet, le RSA pour les moins de 25 ans, ça semble presque une évidence, vu la précarité c'est l'été avant que connaissent les étudiants, c'est l'été avant, mais là, ça devient une évidence. La question de peut-être relever les minima sociaux, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Et le gouvernement dit clairement… c'est là où effectivement, après, si j'avais pris, en gros, admettons, Macron démissionne juste au début de la crise Covid, nouvelle élection présidentielle, nouvelle majorité, Benoît Hamon est élu président de la République. Donc, où j'hérite de ce qu'il a fait, lui, et ce qui a été fait avant. Et donc, que ça ne commence pas en 2017, donc mon histoire. Bon, là, il est clair qu'il y a des choix très différents que j'aurais faits. D'abord, je pense qu'ils ont maquillé le fait qu'au départ, leur politique publique était dictée par la pénurie de médicaments et la pénurie de masques, et qu'on a voulu faire comme si ce n'était pas le cas, pénurie de dispositifs aussi médicaux qui manquaient, notamment pour la ventilation, et qu'on a fait comme si ça n'était pas le cas. Et ils n'ont pas voulu assumer une part de leur propre bilan. Ensuite, ils ont mis ça sur le dos du précédent quinquennat, il y avait à juste titre aussi, mais c'était une politique qu'ils avaient assumée de la même manière. Et on s'est retrouvé dans cette situation où on n'a pas su dire la vérité. Moi, je pense que, d'abord, la posture radicalement différente, c'est que j'aurais choisi la transparence complète et de ne pas dissimuler un certain nombre des raisons qui ont justifié des choix qui étaient des choix dictés par une pénurie de lits, une pénurie de masques et une pénurie de molécules, en l'occurrence. Première chose, donc la transparence. La deuxième, c'est que je pense qu'ils ont eu raison sur le chômage partiel. Alors là, je leur donne quitus de ça. Je pense que sur les minima sociaux, alors là, très en amont déjà, j'aurais étendu le bénéfice des minima sociaux aux 18-25. C'est une aberration française, ça. C'est-à-dire qu'en France, qu'on dit qu'on a le droit de voter à 18 ans, mais qu'on n'a pas le droit aux minima sociaux. C'est complètement, pardon de le dire, mais c'est complètement con. Il n'y a quasiment aucun autre pays qui fait ça. C'est complètement con. Et en plus, je vais vous dire, là où c'est, non seulement c'est con, mais c'est indécent. Et pourquoi? Parce que non seulement on ne donne pas les minima sociaux aux 18-25 ans, mais en plus, pour en bénéficier, quand vous êtes pauvre, il faut remplir un dossier. Et tout le monde sait à Bercy, j'ai été 2 ans ministre à Bercy, tout le monde sait à Bercy que quand vous rendez le bénéfice d'une aide sociale, vous la conditionnez au fait de remplir un dossier, vous savez que vous avez à peu près un tiers de non-recours. Vous savez qu'il y a des gens qui, parce qu'ils ne connaissent pas le dispositif, parce qu'ils ont honte, parce que c'est trop compliqué ou qu'ils sont trop loin, n'en bénéficieront pas. Si vous l'automatisez, ce qu'on sait tous faire, hein, on sait faire l'impôt à la source, on sait automatiser les minima sociaux. C'est d'une facilité incroyable. Ben, si vous l'automatisez, vous répondez mieux aux problèmes de pauvreté. Mais si vous continuez à dire, ben, pour avoir le minimum pour vivre, il faut le demander, ce que fait la France, vous économisez 30% de dépenses. Donc c'est un
pur calcul cynique qui est fait aujourd'hui sur le dos des pauvres et sur le dos des jeunes pour nous dépenser moins. Donc, moi, alors, en plus, ce n'est pas des coûts considérables. Hein. Là, on n'est pas dans les. C'est pas le revenu universel. Hein. Donc, moi, j'aurais automatisé la distribution du RSA et je l'aurais étendu aux 18-25 ans. Mais bon, dès 2017. Donc, ça n'aura pas été une nouveauté au moment de la crise Covid. Après, écoutez, après, ils ont découvert aussi comment évoluer le virus. Et là, il faut leur laisser, il faut leur donner aussi quitus du fait qu'on ne savait pas. Je n'aime pas beaucoup non plus que le Conseil de défense, je veux dire, se substitue maintenant à toutes les instances démocratiques pour décider et laisser finalement le président de la République décider seul. Ce que je n'aime encore moins, c'est toutes les restrictions aux libertés publiques que l'on pose. On a des personnalités publiques, je pense à Éric Ciotti, qui appelle à justement dépasser l'état de droit, à restreindre l'état de droit pour garantir la sécurité. Enfin, dans le cadre du Covid, on a une proposition de loi. Ouais, bon. Il y a tout un climat, si vous voulez, anxiogène par rapport aux libertés publiques. D'ailleurs, c'est un peu extrême. Oui, alors Éric Ciotti, je ne vais pas revenir. Mais vous savez, il y a ce qui nous ramène à la question du terrorisme, si vous le voulez, mais bon. On peut en parler. Mais d'un mot, on sait qu'à chaque fois qu'une démocratie est confrontée à l'épouvante du terrorisme, c'est-à-dire des gens qui nous dénient le droit de vivre et qui décident de nous tuer, le réflexe des forces de sécurité tout le temps est demander moins de liberté pour pouvoir avoir plus de sécurité. Or, on sait aussi que ce que visent les terroristes, c'est que justement, l'ensemble des citoyens souffrent d'avoir moins de liberté, qu'une partie d'entre eux, en l'occurrence les musulmans, là, soient montrés du doigt pour solidariser les musulmans en général, ou en tout cas les rendre passifs, ou si possible les solidariser, avec la cause de ceux qui sont les dingos et se moquent que l'on réduise les libertés publiques. Les terroristes, ils s'en foutent, qu'il n'y ait pas le droit de circuler. Pour lui-même, il s'en fout totalement. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on sait que moins de liberté ne donnera pas plus de sécurité, ça n'empêchera pas les terroristes d'être des terroristes et de tuer des innocents. Et en même temps, on n'aura ni plus de sécurité et on aura eu moins de liberté. Donc, on perdra sur les deux terrains. Qu'est-ce que vous proposez à la place? Mais le problème, c'est que là, il n'y a pas de... Face au terrorisme, c'est une politique globale. Et bon, pour le coup, moi, je dis très simplement, hein, si on est cohérent, on arrête de vendre des armes à l'Arabie Saoudite. On arrête de passer des contrats mirobolants avec l'Arabie Saoudite. On arrête de faire la publicité pour des agences françaises du régime saoudien. Et c'est valable pour les Qataris. On ne peut pas être doux avec ceux qui financent le terrorisme et dur avec les terroristes. Il faut être dur avec tout le monde. Et en l'occurrence, le terrorisme islamiste, quand il frappe et qu'il nous dénie le droit de vivre ensemble dans un État et une république laïque, bon, bah, à ce moment-là, il faut faire bloc. Mais il faut faire bloc et être cohérent. Il y a quand même... Justement là-dessus, Benoît, sur la question de la laïcité, on a vu qu'on parlait tout à l'heure d'un grand récit émancipateur, d'un corpus qui serait celui peut-être de la gauche de demain. On voit que sur la question de la laïcité, la gauche, il n'y a pas de corpus commun. Il y a une gauche qui utilise des termes comme celui d'islamo-gauchiste, qui est quand même une rhétorique d'extrême droite. On a une gauche qui parfois a un peu de mal avec le concept. C'est quoi le corpus commun au-delà de la question de la laïcité, mais c'est quoi le corpus commun de gauche demain? Jaurès, tout Jaurès, rien que Jaurès. Eh ben, il faut relire. Je vous invite, si vous avez le temps, il est disponible d'ailleurs en PDF, vous le trouvez sur Internet. Pour la laïque, c'est un discours qui reprend toutes les prises de position de Jaurès au moment des débats de la loi 1905, après sur la question aujourd'hui du rapport de l'Église et de l'État. Vous y verrez qu'il dit que quand un professeur ne respecte pas son élève, on ne parle pas des parents, comme l'avait dit Jules Ferry, il peut en faire un serf, c'était un serf, le rendre servile, et qu'il faut donc se soucier de la manière dont, pour fabriquer des consciences, on s'ouvre à cet enfant, on lui transmet des savoirs. C'est remarquable. Il dit comment le religieux ne doit pas le prendre le pas sur le politique, mais en même temps, il redit merveilleusement que la loi de 1905, c'est la liberté de croire et de ne pas croire, et que la laïcité, ce n'est pas la religion ou le nouveau dogme de ceux qui n'aiment pas les religions, ou en l'occurrence, qui n'aiment pas une religion principalement, l'islam. Donc, tout ça est dit. Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, on a
moi, j'en reste à la loi de 1905, toute la loi de 1905, et ceux qui en ont été les interprètes, Aristide Briand, Jean Jaurès, et voilà, et c'est ça. Et elle reste d'une incroyable modernité, cette loi, dès lors que, aujourd'hui, effectivement, on ne s'en sert pas de la laïcité, de ce concept, comme d'un instrument, d'une religion qui se substituerait, qui serait la religion de ceux qui n'ont pas de religion, vous voyez, et qui dirait, bon, un bon musulman est un musulman qui n'est pas musulman. Un bon catholique est un catholique qui n'est pas catholique. Un bon juif est un juif qui n'est pas juif. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? La loi de 1905 et la République, elle reconnaît, à ce que je sache, c'est même l'article 1, elle reconnaît le fait de notre Constitution, hein, quand même, elle reconnaît le fait de croire. Elle reconnaît les religions. Donc, on les reconnaît ou on les rejette? On les reconnaît dans la Constitution française, les cultes. Donc, moi, je suis pour que les cultes restent à leur place. C'est-à-dire que personne, il n'y a pas un barbu ou un religieux qui m'expliquera comment ma fille doit s'habiller, ce que je dois manger, et comment je dois vivre, le type de, comment dire, ce que je dois dire ou ce que je dois penser, mais encore plus, mais je n'interdirai pas à quelqu'un de croire, parce que c'est la même liberté que celle de ne pas croire. Voilà. Donc, j'ai envie de mais dire. ça, c'est dur aujourd'hui parce qu'on est dans un monde dans lequel, aussi bien du côté des croyants, quand des musulmans disent bah, le monde il se sépare entre les mécréants et les croyants, bon, bah, ouais, c'est la même chose que ceux qui disent dans ces nouveaux extrémistes, là, ces néoconservateurs, qui disent bah, voilà, ceux qui sont musulmans par nature sont incompatibles avec la République, et il y a ceux qui sont musulmans et ceux qui ne sont pas musulmans. Pour faire vite, c'est pareil, de diviser le monde en deux, ça ne marchera pas. Et c'est la raison pour laquelle la laïcité, et la loi 1905, c'est Pour formidable. le coup, j'ai envie de citer, peut-être, première fois que je le ferai, Marlène Schiappa, qui avait écrit un livre qui avait marqué justement laïcité, point. J'ai envie de dire, tenons-en au principe de laïcité, point. Sur un autre sujet, la question de l'union de la gauche, qui a été beaucoup demandée dans les commentaires. On en parle beaucoup aujourd'hui. On voit très bien que d'un point de vue mathématique, si la gauche veut gagner en 2022, ou en tout cas veut avoir une chance de gagner, on part aujourd'hui potentiellement sur, au vu des sondages, même si ce n'est pas une vérité absolue, sur un Macron-Le Pen au second tour. Qu'est-ce qui aujourd'hui, comment on fait l'union de la gauche? On voit que les écologistes préparent une primaire. Jean-Luc Mélenchon s'est lancé après avoir recueilli ses 150 000 propositions. On a les communistes qui apparemment veulent se lancer. Votre parti, sympathisant de Génération.s, qu'on salue d'ailleurs, voilà, ils sont plutôt pour l'union, cette stratégie de l'union de la gauche. Comment on fait aujourd'hui l'union de la gauche? Est-ce qu'on fait une primaire comme en 2016, 2017? Comment on fait concrètement? Les électeurs écolos et de gauche, ils sont pour l'union, hein. Il n'y a pas de doute. Hein. Ce sont les appareils qui ne veulent pas. Ce sont les partis, les militants qui ont décidé que leur champion devait être le vainqueur de la première bataille. Et c'est Europe Écologie Les Verts avec quand même des alliances plutôt. Peut-être moins avec la France Insoumise, mais… Oui, mais là, en l'occurrence, il va y avoir Anne Hidalgo s'y verrait bien, Bernard Cazeneuve y pense, François Hollande aussi, dit-on. Benoît Hamon, pourquoi pas? Comme je vois que je suis une part du problème, eh ben, je vais retirer ce morceau-là du problème. Et je veux aider, en me retirant de cette course-là, à trouver la solution. Et je vais vous dire, et ce sera peut-être le scoop, moi je prendrai mes responsabilités dans cette élection présidentielle. Peut-être un mot sur je suis retiré de l'initiative. C'est-à-dire que je prendrai mes responsabilités pour faire émerger un ou une candidat unique. Et s'il apparaît, il faudra que ça apparaisse, qu'il y a une ou un candidat qui est le mieux à même de représenter toute la gauche, eh bien je le dirai, moi, cette fois-ci, je le dirai, bah voilà, je considère qu'aujourd'hui, pour que nous ne soyons pas ridicules, si les appareils ne se mettent pas d'accord, c'est plutôt autour de cette personne qu'il faut que nous nous retrouvions. Donc moi, je prendrai mes responsabilités. Mais je pense effectivement que les électeurs, les gens qui sont sincèrement attachés à la gauche, qui jouent un bout de leur vie quand même, hein, ceux qui n'ont pas envie d'avoir l'extrême droite au pouvoir, ou alors des gens qui se disent libéraux, mais franchement, aujourd'hui, il y a des discours, je veux dire que Blanquer ose soutenir ce qu'il soutient, organiser des appels pour la délation de tel ou tel prof à l'université, mais je veux dire, voilà, Jean-Michel Blanquer aujourd'hui est pour moi le contraire d'un ministre inspiré par les Lumières. Je veux dire, ce qu'il fait,
c'est tout sauf les Lumières. Ce qu'il organise à l'université, c'est le macartisme, c'est-à-dire la fin de la pensée, du pluralisme. Il faut qu'on me dise dans quelle fac française est sous le joug de l'islam radical. Quelle fac française? Quelle université aujourd'hui est sous la prisonnière? Non, mais en plus, voir Jean Castex faire le lien entre le terrorisme et la colonisation, en disant oui, tous ceux qui nous demandent de nous C'est un peu une excuser de rupture avec colonisation. Macron, quand même. C'est quand même une rupture avec le discours d'Emmanuel Mais Macron vous vous rendez depuis compte 3 ans. la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le terrorisme, je veux dire, elle doit réunir tout le monde. Et après, on irait dire, oui, ben oui, il y a un lien avec ceux qui disent qu'il faudrait qu'on assume notre passé colonial. Pardon, c'est peut-être pas exactement le même sujet, non? Et oui, si on veut faire nation, il faut qu'on puisse regarder notre histoire en face. Et dans notre histoire, oui, il y a eu des pages glorieuses qu'il faut enseigner et des pages qui sont franchement beaucoup plus non seulement discutables, mais pas du tout glorieuses et qui sont parfois infamantes pour la République. Mais elles cesseront d'être infamantes pour la République quand on dira ce qui s'est fait à ce moment-là au nom de la République, ça n'était pas la République parce qu'en fait, ça n'avait rien à voir avec le projet républicain. Et donc, moi, je pense que tout ça, bon, voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a aujourd'hui une dérive d'une partie des élites françaises et aussi de ceux qui nous gouvernent, qui, moi, me préoccupe beaucoup. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut réunir les écolos, les gens de gauche. Et Mélenchon, quid de Mélenchon? Je le mets dedans, moi. Je me le mets dedans. Ils ne sont pas partis pour s'allier, en tout cas. Hein. Mais vous verrez, je veux dire, les électeurs de la France insoumise, ils sont d'accord avec les électeurs socialistes et les électeurs écolos. Ils en veulent qu'un. Alors, ils vont vous dire, eux, en un, on mettrait plutôt Jean-Luc. Et les socialos diront en un, on mettrait plutôt un socialiste. Les écolos, en un, on mettrait plutôt les écolos. Mais en même temps, si vous leur dites on n'en prend qu'un de tout cela, vous verrez que ça créera. Alors attendez, un ou une. Ou une. Oui. Vous avez parlé de Christiane Taubira il n'y a pas longtemps. Vous avez dit que ça ferait une bonne candidate. En tout cas, je pense qu'elle a toutes les qualités pour être une grande présidente de la République. Voilà. Donc, c'était déjà présenté au présidentiel, ça n'a pas forcément été un énorme succès. Enfin, je ne veux pas la blâmer, bien sûr. Mais, ouais, mais elle n'était pas connue du tout. C'est dans un c'était pour le Parti radical, donc c'était différent. Mais... Oui, puis bon, elle était totalement inconnue. Là, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Après, je ne suis pas là pour parler à sa place, mais je n'ai pas de doute sur le fait qu'elle ferait une très belle présidente de la République. Peut-être que, Nathan, on va conclure, Benoît. Non, mais je suis désolé, mais on va pas vous empêcher de conclure. Hein. On espère en tout cas que l'échange est intéressant pour vous et pour tous ceux qui nous regardent aussi, qu'on salue encore une fois, bien sûr. Peut-être, il y a beaucoup de questions un petit peu sur 2017, mais le but, c'est pas de refaire un peu ce match-là, mais je dirais, par rapport à toute cette année que vous avez vécue, par rapport à ce nouveau livre, finalement, comment est le nouveau Benoît Hamon? Qu'est-ce que finalement vous ont appris un peu toutes ces échéances électorales, ces bonnes idées, parfois c'est ajouté un peu plus décevant, ces succès, ces essais? Qu'est-ce que vous avez appris en fait de toute cette période, je dirais? C'est une question un peu large peut-être, mais... On sent beaucoup de sagesse dans ce livre. On sent que vous avez beaucoup, vous êtes parti, vous avez lu autre chose, vous êtes un petit peu changé vous avez un petit peu revu votre corpus intellectuel. C'est un peu le sentiment que ça donne. Je ne sais pas si je l'ai enrichi en tout cas. Oui, enrichi plutôt que revu, sûrement. En fait, l'adversité ne me fait pas désespérer de l'humanité. C'est-à-dire que j'ai vécu la trahison, la solitude de la défaite. Et quand je dis la solitude, c'est vraiment la solitude même physique. C'est que pas qu'une solitude où vous êtes seul dans votre tête face à ce que ça peut avoir de vertigineux d'observer et de vivre et d'être responsable de l'effondrement d'une famille politique. Bon, ça tanne le cuir, indiscutablement. Mais voilà, j'ai essayé de... Je ne suis pas d'une nature à me relever par le ressentiment. Vous voyez, il y a... j'oublie rien, mais mon moteur, ce n'est pas
la revanche. Voilà, j'ai voulu. Non, mais je pense qu'il faut. Je dis à un moment, je l'écris d'ailleurs dans mon livre, je dis qu'on avait pris pour une pirouette le fait que je cite Mandela quand il dit « Je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends ». Mais non, cette phrase de Mandela, je l'ai vraiment méditée et c'est la phrase en tout cas, la devise que je fais mienne, c'est que ce n'est pas un problème d'échéance électorale que je vais gagner la prochaine, c'est que, bon, je n'ai pas gagné, donc j'apprends. Et je passe à la chose suivante, y compris dans ma propre vie, mais aussi dans mes engagements, sans changer de conviction, mais j'apprends. Et voilà, et effectivement, c'est sans doute modestement la voie de la sagesse, mais ça vient très très tard. Et puis, je pense qu'on ne l'est jamais, justement, véritablement sage. Donc voilà. Mais en tout cas, j'ai appris. Benoît, moi je tenais à vous remercier sincèrement au Merci nom à vous. de Direct Citoyen. Merci beaucoup vraiment. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis durant ce live. Je les invite une dernière fois à s'abonner aux 2 pages, à partager et à réagir dans les commentaires, parce que la discussion était libre. Benoît, je vous remercie vraiment. Je remercie aussi Lucie qui a permis cette réunion. Je pense que ce soir, vous avez été vraiment sincère, en tout cas dans vos échanges, notamment à la fin où vous avez dit ce que vous aviez sur le cœur, et on l'a tous ressenti. Moi, je vous souhaite très bonne continuation, et j'espère peut-être vous revoir très bientôt après ce confinement. En tout cas, vos idées ont infusé, et on en parle beaucoup désormais dans l'ensemble du spectre politique, et c'est une bonne chose. En tout cas, très content avec nos amis d'Isnomix de vous avoir reçu, et très fier de vous avoir reçu dans ce cycle de débat. Et puis, on se retrouve mardi pour le prochain débat sur le Green New Deal. Nathan, un petit mot peut-être? Non, le prochain débat sur le Green New Deal mardi, ce sera l'occasion d'aborder un sujet intéressant avec la relance. Quelle est la part pour l'écologie? Comment faire de l'écologie intelligemment? Un sujet que j'aurais bien aimé peut-être évoquer avec vous ce soir, qu'on a un peu moins eu le temps d'évoquer, mais bon, la discussion était déjà très riche, et ce sera l'occasion aussi de parler plus d'écologie mardi avec 4 intervenants que vous découvrirez bientôt sur nos pages. Moi, je vous dis merci. Interview, Benoît. Je vous dis merci à Majoub. Majoub, merci pour Direct Citoyen. Nathan, merci pour Elias, que j'ai vu tout à l'heure pour Isinomix. Je trouve que c'est super ce que vous faites. Et ça nous. Merci beaucoup. En plus, c'est vraiment bien de mettre de la simplicité dans des questions qui apparaissent complètement, parfois, très loin. Surtout en économie, ça peut paraître parfois très compliqué, mais en fait, pas si compliqué que ça quand ouais, surtout quand on le dit, quand on en parle comme vous le faites, là, avec, sans y jouer sa vie, quoi, parce qu'on a des économistes, on a l'impression qu'ils chaque fois, ils y jouent leur vie, les pauvres. Et merci à Majou pour Direct Citoyen. J'essaierai de faire parler de vous, Isinomix et Direct Citoyen, autant que je peux. Faut le dire, dans les commentaires, beaucoup demandaient un deuxième débat. Je tiens quand même à le dire. Ouais, mais dites-leur que quand on a des enfants, c'est plus possible. Hein. On fera le deuxième débat pour votre candidature en 2022, Benoît. Vous n'avez pas tout écouté, Majoub. Bonne soirée, les amis. À très vite.